avec les autres. Donc j'entends que vous n'y croyez pas. Non, absolument pas. Pourtant, il y a de plus en plus de praticiens qui proposent cette prestation. Oui, et alors en quoi est-ce que ce serait une raison pertinente pour changer d'opinion sur le sujet? J'ai envie de vous dire que, hormis des considérations d'ordre géographique pour des zones dans lesquelles le psy serait une espèce rare, eh bien je trouve que c'est une attitude contagieuse qui révèle une grande paresse, une facilitation un peu outrancière, pour ne pas dire une intolérance à la frustration. Voilà, alors je peux comprendre que le vécu des confinements y soit pour quelque chose, seulement nous ne sommes plus confinés et nous n'avons pas non plus à encourager la paresse. Ça signifie que vous ne croyez à aucune démarche psy à distance. Vous m'avez demandé si je croyais à la validité d'une psychanalyse à distance. Je pense qu'un travail peut être réalisé en visio pour des thérapies de soutien. Je pense que la visio se prête très bien aux supervisions. Je pense même qu'un travail plus avancé demeure possible à distance sous certaines conditions et avec certaines limites, quelle que soit l'obédience du praticien. En revanche, je persiste et je maintiens qu'une psychanalyse à distance est pour moi totalement invalide. Je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis, je trouve que la proposition relève d'une imposture ou à tout le moins d'un bien pauvre vécu de son analyse personnelle. Et je mets sur un pied d'égalité aussi bien les professionnels libéraux que les nombreuses écoles de psychanalyse qui proposent ce genre de prestations. Pour quelle raison? Mais principalement parce que, à distance, il manque à l'analyse au moins 3 paramètres. Et 3 paramètres qui sont pour moi des éléments fondamentaux, indispensables pour que l'on puisse prétendre à la dénomination psychanalyse. Le premier de ces 3 paramètres est relatif à l'Obertragung, c'est-à-dire le transfert. Parce que le transfert, c'est d'abord un transfert géographique, un déplacement dans l'espace. Se déplacer, c'est s'engager, c'est se mettre en mouvement. Et cet acte de mise en mouvement est encore plus important pour des patients dépressifs ou qui souffrent de phobies liées à l'extérieur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le deuxième paramètre, c'est que en audio ou en visio, les sens qui opèrent chez le patient sont l'ouïe d'une part et une portion très réduite de la vision d'autre part. Pourquoi très réduite? Parce que généralement les caméras cadrent un visage ou au mieux un buste. Donc un voire 2 sens sont mobilisés chez le patient. Et ça, c'est faire fi de l'immense richesse de la façon dont tous les sens opèrent lorsque le patient se trouve dans le cabinet de l'analyste. Parce que dans le cabinet, tout, absolument tout, parle à nos sens. Pour l'analysant, le cabinet de l'analyste, c'est d'abord un lieu. C'est un espace qui représente l'intimité et la sécurité. Un échange en audio ou en visio ne peut pas avoir la même superficie, je dirais. Et puis, par ailleurs, quand on se rend au cabinet de l'analyste, entre 1 et 4 fois par semaine, on finit très rapidement par capter, par enregistrer jusqu'au moindre détail de ce lieu qui devient très rapidement une part de notre univers personnel. D'abord l'analyste lui-même, un homme ou une femme dans son environnement. Un corps entier et non pas seulement une tête ou un buste. Donc
un corps entier avec une façon de marcher, une façon de se tenir, avec peut-être un handicap permanent ou un handicap ponctuel, consécutif à un accident. Un homme ou une femme avec un style vestimentaire, avec des gestes, des mouvements bien particuliers. Bon. Et puis l'environnement. Les endroits du pourtour du tapis qui frangent un peu, les palmes de la plante verte que l'on voit s'épanouir et occuper d'année en année davantage d'espace, le tic-tac de l'horloge et celui du réveil qui finissent par se mélanger ou qui se répondent, les objets qui dessinent finalement l'âme de ce lieu, des tableaux, des sculptures, des livres, et même des bonbons dans une petite coupelle. Et quoi encore? La texture du tissu du divan. Vous savez, maintes fois caressé comme pour s'assurer que l'on est bien au bon endroit. Et bien sûr, les odeurs du lieu. Odeur globale dans laquelle on pénètre dès l'entrée du cabinet et que l'on décompose ensuite selon des rythmes différents en fonction de son humeur. L'odeur que dégage l'analyste. Il met parfois du parfum, rarement. Pourquoi est-ce qu'il en met ces jours-là? Bon. Odeur du café qu'il vient de boire. Odeur du chauffage lorsqu'il l'allume au premier froid. Vous savez, lorsque le chauffage dégage cette odeur de poussière emprisonnée dans la grille. L'odeur du plaid lorsqu'on demande à s'en recouvrir et qui nous fait imaginer retrouver une odeur de doudou de notre enfance. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l'étendue de cet univers sensoriel. C'est une partie immense du vécu d'une analyse en cabinet. Ce sont de véritables tremplins, des éléments qui nourrissent l'imaginaire, qui stimulent le mécanisme associatif. C'est un terreau magnifique pour l'instauration du transfert. Eh bien, tout ça n'existe pas dans une relation à distance. Et puis, c'est important de le souligner à l'encre rouge, il se passe tout de même dans le cabinet de l'analyste des choses qui ne pourront jamais exister à distance. Les actes manqués, du genre oubli d'objets, oubli de vêtements, ou l'oubli de règlements, par exemple. Et puis d'entendre une analysante dire un jour « Je me rends compte que le cabinet de mon analyste, c'est le seul lieu où j'enlève mes lunettes. » Comme si le flou convenait mieux à l'interprétation et aux associations, comme si le regard tourné vers l'extérieur cédait la place au regard tourné vers l'intérieur. Comment voulez-vous que de telles manifestations se produisent en visio? C'est impossible. Le cabinet, c'est une richesse infinie de supports comparée à la pauvreté de ce qui opère en visio. C'est un nombre infini de prétextes à verbalisation, association, élaboration. Vous disiez qu'il manque à l'analyse à distance 3 éléments. Oui, j'en ai cité 2. Le 3e élément, c'est ce que j'appelle le sandwich. Pour qui a vécu une analyse, le sandwich, c'est la façon dont une séance est forcément et intimement prise entre 2 temps, souvent au moins aussi importants que la séance elle-même. À savoir, d'une part, le temps nécessaire pour se rendre au cabinet de l'analyste et d'autre part, le temps nécessaire pour se rendre en un autre lieu après la séance. Eh bien, il se passe pendant ces 2 périodes quelque chose de très important. Un travail d'élaboration, de synthèse, de maturation, une projection de la séance d'abord, et puis un prolongement de la séance ensuite. Et ce, que vous habitiez à 10 minutes de chez votre analyste ou que vous fassiez 1 heure de route pour vous y rendre. Eh bien, une thérapie à distance prive le patient de ces 2 temps très précieux. Dès qu'il a raccroché, eh bien, il passe à autre chose. Et il ne vit donc pas le bénéfice de ce double sas dont chaque analysant peut témoigner. Et puis, il faut aussi ajouter que le travail psychique peut être
perturbé par quantité d'événements lorsque la séance se passe au domicile du patient. Les enfants qu'on entend dans la pièce d'à côté, quelqu'un qui sonne à la porte, même si l'on ne va pas ouvrir, il n'y a plus la distance nécessaire avec le quotidien. Alors voilà pourquoi je pense que la thérapie à distance a des limites, forcément. Elle a un périmètre obligatoirement réduit. Elle opère sur un tout petit territoire et ne peut pas prétendre à la même densité, à la même envergure, à la même profondeur qu'une psychanalyse. Alors elle a son utilité, hein, je le reconnais, mais il ne faut pas mélanger les démarches. Et c'est hélas dans l'air du temps que d'oublier ce que signifient les nuances. Bon. Et j'ajoute qu'il est nécessaire et responsable de s'interroger sur le fait que le cœur de nos métiers, le cœur des métiers du soin et de la relation d'aide, qu'est-ce que c'est? C'est la relation humaine, c'est le contact, c'est aller à la rencontre de l'autre pour mieux aller à la rencontre de soi. Si l'on évacue cette dimension, qui est une dimension essentielle, eh bien on va encore davantage dans le sens de l'isolement, dans le sens de l'absence de communication. Finalement, on va dans le sens de la déshumanisation.